Ça traduit aussi peut-être une réalité que personne ne peut plus nier aujourd'hui. Oui, bien sûr. Parce que finalement, je pense que ce qu'on a adopté comme posture au Burkina et qui est justement porté par le capitaine Traoré, c'est d'éviter de s'étaler dans les discours. Il est dans l'action, nous l'accompagnons dans les actions et nous laissons les gens voir. Il y a tellement de narratifs sur les actions du capitaine Traoré, mais nous disons, venez sur le terrain, échangez avec les gens, allez voir ce qui se passe. Et là, vous avez la possibilité de faire votre propre opinion. Et je pense que Jeune Afrique, au moins sur ce point, est resté dans l'objectivité en disant qu'effectivement, il y a quand même quelque chose. Oui, il faut aller poser des questions, savoir ce que les Africains pensent, parce que très souvent, on construit des discours depuis Paris, Washington, New York, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, c'est pour cela que je me permets de pouvoir mettre en avant ce sondage-là. Alors, je voudrais, parce que nous sommes là aussi à la faveur d'un événement qui peut marquer un tournant historique, c'est la présentation de la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel. J'avoue qu'en tant que journaliste, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, mais comment ça va se passer ? Qui sera là, qui ne sera pas là. Mais une fois sur place, j'ai été très surpris de voir la mobilisation internationale. Pratiquement tout le monde était là. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris comme moi de voir tout le monde, y compris la France? À vrai dire, non, on va dire. Nous sommes en bonne relation avec le Togo de longue date. Et il y a eu plusieurs tentatives en réalité de la part de plusieurs envoyés spéciaux ou représentants, je l'ai mentionné hier. Vous savez, il y a tellement de stratégies pour le Sahel. Il y a autant de stratégies que de pays occidentaux finalement. Et tout le monde a son représentant. On se demande mais qu'est-ce qui se passe concrètement pour qu'il y ait autant de ferveur. Donc je dois dire qu'on n'était pas véritablement surpris de voir toutes ces personnes qui certainement veulent avoir une autre lecture. Mais en tout cas, pour nous, c'était pas surprenant. En réalité, il y a une nuance qu'il faut apporter. Il s'agit de stratégie Togo-Sahel et non pas de stratégie Togo pour le Sahel. C'est vrai que dans le narratif, dans la terminologie, voilà, dans la terminologie, c'est assez important. Notre présence ici, c'est de dire il nous faut faire comprendre que, nous savons ce que nous voulons et le Togo sait ce que les pays de l'AES veulent. Nous avons parlé tantôt de nuances et de maîtrise, de connaissance du contexte. Le Togo sait très bien ce que nous sommes, ce que nous valons, ce que nous voulons. D'ailleurs, votre homologue Robert Dussel, le ministre des Affaires étrangères du Togo, a été très ferme là-dessus. Le Togo sera toujours du côté de l'AES. Bien sûr. En fait, on est surtout surpris de voir que les pays avec lesquels nous avons une continuité territoriale, un partage culturel, une communauté dans beaucoup de valeurs, n'arrivent pas à comprendre la situation qui nous concerne. Quand je dis qui nous concerne, je n'essaye pas de faire des pays de l'AES une zone isolée. Ce combat que nous menons, que nous portons avec engagement, concerne en réalité toute l'Afrique. Mais nous voyons qu'il y a une sorte de divergence dans la lecture et surtout dans les outils. Beaucoup semblent plutôt être en lien avec, on va dire, outre l'Occident, alors que la solution se trouve juste à côté. Je pense que le choix du réalisme qui a été celui du Togo en fait un partenaire stratégique pour les pays de l'AES. Est-ce qu'il y avait un autre pays que le Togo qui pouvait réussir ce pari, parce que c'est quand même un pari diplomatique très fort. Pour la première fois, on l'a vu, même si on sait qu'il y a eu des rencontres informelles, vous avez eu une première rencontre avec le président de la commission de la CEDEAO. Alors, est-ce que, à part le Togo, c'était quelque chose qui était réalisable? En réalité, oui. En fait, ce que nous essayons de démontrer depuis ce temps, vous savez, il y avait une certaine perception des pays de l'AES qui veut qu'on les présente toujours comme des espaces de fragilité, de faiblesse, de dépendance. Pourquoi? Parce que le terme enclavement domine. Bien sûr, nous sommes des pays entourés. Mais il y a plusieurs façons de lire cet enclavement. Et est-ce que ce sont des espaces confinés ou est-ce que ce sont des espaces de passerelle? Deuxièmement, les rapports ont permis de démontrer que oui, si nous sommes enclavés au sol,
parce que nous avons besoin d'un accès à la mer. Au ciel, nous ne le sommes pas, parce que ça fait quand même 2 750 000 km² de survol. Donc hier, il y a quelqu'un qui plaisantait, qui disait que c'est le détroit d'Ormuz de Sahel. Et en fait, c'est cela. Donc il faut que les Africains arrivent à faire une évaluation réelle des limites et des potentialités de tous les espaces. Donc l'idée d'abord, c'est de dire ces espaces de fragilité que vous avez tendance à présenter, de dépendance et autres, qui ne peuvent évoluer que lorsque d'autres pays interviennent, c'est un narratif qu'il faut revoir. Il faut plus aller dans une logique d'interdépendance. Parce que lorsque nous avons pris cette décision de quitter la CEDEAO, vous avez vu à peu près comment les choses se sont passées. Donc, pour revenir à la question, nous savons que nous sommes des pays qui subissent la continentalité. Et nos politiques étrangères ne peuvent pas être construites sans tenir compte de cet aspect. Vous avez vu dans les piliers de la stratégie, il y a le bon voisinage. Nous ne pouvons pas évoluer sans le bon voisinage, objectivement. Et ce que nous essayons de porter, c'est justement ça. De présenter les 3 chefs d'État comme étant des acteurs qui veulent construire des murs, je pense que c'est une aberration. S'il y a des gens qui se soucient véritablement de la stabilité dans la sous-région, je crois que c'est bien ces 3 chefs d'État. Ils se battent pour cela parce qu'ils savent que fondamentalement, nous avons des économies suffisamment intégrées et interdépendantes qu'il faut arriver à stabiliser. Et le discours que nous portons, c'est cela. D'accord. Alors, je voudrais effectivement qu'on regarde un peu ces travaux que j'ai suivis. Il y a quelque chose qui moi, m'a frappé, c'est, j'ai envie de dire, un discours de plus en plus conciliateur des autres partenaires. On a suivi le Portugal, on a suivi la Russie, on a suivi la Suisse et tout. Mais j'avais l'impression qu'il s'est passé quelque chose entre-temps, notamment dans le monde occidental, et je ne sais pas si vous avez eu la même perception, suivi comme une dichotomie entre le discours de certains pays de l'Union européenne et celui de la France. Est-ce que vous faites la même observation? Oui, je dois reconnaître qu'il y a une évolution dans la perception. Et à mon avis, cela est porté par plusieurs facteurs. D'abord, la capacité des pays à faire face à ce défi. Tout le monde avait parié que c'était des espaces qui s'effondraient. Et tout le monde était surpris de voir que dans les rapports de la Banque mondiale et du FMI, c'est des espaces qui ont des taux de croissance similaires, souvent au-dessus des pays qui n'ont pas les mêmes défis. Les gens sont surpris de voir qu'il y a des réformes économiques qui sont en train d'être conduites dans ces pays, qui font à la fois face à l'insécurité, au terrorisme, mais qui engagent des projets de développement, des grands chantiers. Venez au Burkina, vous allez voir tout ce qui est engagé comme réforme au niveau des routes, des infrastructures routières, au niveau de l'agriculture, au niveau de la formation de la jeunesse, au niveau de l'énergie. Donc, du coup, ça change la perception des gens sur ce qui est en train de se passer dans cet espace qui était donné pour... Enfin, si on se comprend bien, ça veut dire que c'est la résilience affichée par les États de l'AES qui a amené certains pays, notamment occidentaux, à revoir totalement leur stratégie. Je pense que ça a fondamentalement joué. Parce qu'ils se sont rendus compte que cette lecture à l'envers, qui consistait toujours à présenter le Sahel comme un verre à moitié vide, elle ne peut plus tenir longtemps. Il faut plutôt voir cet espace comme une terre d'opportunité. Deuxièmement, il y a de manière objective, ces pays sont en train de reconnaître qu'en réalité, ils ont des intérêts qui étaient dissimulés dans des discours portés par l'humanitaire, l'aide au développement. Mais ils sont obligés de reconnaître aujourd'hui qu'ils ont des intérêts. J'ai l'occasion d'échanger avec certains homologues de certains pays occidentaux et qui nous disent clairement, à vrai dire, nous savons que nous avons besoin de ci, de ça. L'or, ils en ont besoin. L'uranium, ils en ont besoin. Le lithium, ils en ont besoin. Dans ces 3 pays, il y a plus de 14 terres rares. Et du coup, ça change. Les indices qui étaient rattachés au Sahel doivent être revus pour en faire un espace de prospérité, un espace d'opportunité. Donc il y a
cela qui se pose. Ensuite, il y a le fait que la méthode qui a été utilisée, qui consistait à les étouffer, ces trois pays, parce que, ayant choisi d'aller avec la Russie, parce qu'ayant choisi de rompre ou de foutre dénoncer plusieurs accords, plusieurs contrats, oui. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des partenaires qui étaient là et qui s'épanouissent. Donc, la méthode de punition, la méthode de privation qui a été celle utilisée par l'Occident a révélé ses limites et se rendre compte qu'ils doivent certainement revenir, revoir leur posture et voir dans quelle mesure on peut aller dans un partenariat équilibré où toutes les parties se respectent. Alors, comment vous avez perçu le discours de la France? Je veux qu'on s'arrête là-dessus, qui a été prononcé par l'ambassadeur Guillou, qui, me semble-t-il, vous me corrigerez si je me trompe, allait à contre-courant des autres pays de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que sur la question du Sahel, la France est en train de se faire isoler, y compris par ses alliés de l'Union européenne? Vous savez, la France a toujours ce discours condescendant. C'est comme quelqu'un qui a planté un arbre qui a besoin d'un demi-litre d'eau par jour. L'arbre a atteint sa croissance de croisière avec des feuilles et la personne continue toujours de lui apporter un demi-litre d'eau sans se rendre compte qu'il y a eu un changement. Je pense que l'erreur de la France, c'est ça. La lecture qui a été faite par l'ambassadeur me rassure parce que ça révèle toutes les limites que ces gens ont dans leur lecture, totalement tronquée, et ça révèle aussi leur méconnaissance réelle du terrain et de ce que nous avons connu comme... Est-ce que c'est une méconnaissance, Excellence, ou est-ce que c'est de la mauvaise foi? Parce que j'ai quand même trouvé gros de vouloir faire croire que la situation sécuritaire aujourd'hui est pire qu'avant. Est-ce que c'est vraiment de la méconnaissance? Peu importe. Peut-être que c'est certainement un souhait caché. Sait-on jamais. Mais en tout cas, il n'y a que les Français et la France qui est toujours dans cette posture de fermer les yeux sur ce que nous avons connu comme évolution. On ne peut pas continuer à faire porter ses rêves aux autres pays de l'Union africaine ou de l'Occident pour présenter cet espace-là comme des zones où la situation a reculé. Vous savez, les populations sahéliennes sont des populations très courageuses et elles savent se lever lorsque ça ne va pas. Le Burkina l'a démontré plusieurs fois. Si aujourd'hui il y a de plus en plus d'adhésion, je pense que les gens doivent s'interroger. Et comme je le dis, si la situation sécuritaire était aussi alarmante, nous ne serions pas à des taux de croissance de 5, 6, un peu plus dans certaines situations. Nous ne serions pas à des taux de production agricole dans cette situation, parce que les zones qui ont été occupées, c'est des espaces agricoles. Pourquoi est-ce que le Burkina Faso aujourd'hui se retrouve avec une situation alimentaire suffisante qu'il y a de cela 3 ans? Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons avec une balance commerciale excédentaire alors que nous ne l'avons jamais vécu de par le passé? Donc je pense qu'il y a des indicateurs aujourd'hui que nous ne cherchons plus à démontrer parce que, ça ne vient pas de nous, et deuxièmement, ça peut se constater sur le terrain. J'invite donc ce diplomate à repartir, revisiter comment est-ce que l'espace s'est épanoui après leur départ. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur la question de la relation entre l'AES et la CEDEAO. Déjà, comment s'est passée la réunion avec le président de la commission de la CEDEAO? Je parle de la vraie réunion, pas celle où nous avons eu accès pour avoir quelques images, mais dans le fond, comment était le climat? Alors, il faut que les gens comprennent. La rupture avec la CEDEAO est consommée. Nous avons quitté la CEDEAO et c'est clair. C'était une orientation bien pensée, bien mûrie, et la consigne a été exécutée. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas possibilité de retour, parce qu'il y a encore certains fantasmes qui disent que oui, les discussions ont commencé, peut-être les pays de l'AES vont revenir, ce sera plus possible. La nomination du négociateur en chef qui a été désigné par la CEDEAO fait suite à une réunion que nous avions eue à Bamako en mai 2025, où on s'était accordé sur le principe de faire en sorte qu'aucune population de l'espace ouest-africain ne souffre de quoi que ce soit. Du reste, c'est la priorité des chefs d'État de l'AES.
Et pour cela, nous avions obtenu qu'on observe le statu quo sur tout ce qui est acquis positif pour la population. Alors, la désignation du négociateur consiste à aller dans une démarche de formalisation de nos rapports nouveaux avec la CEDEAO, les nouveaux arrangements qui doivent régir nos relations avec la CEDEAO pour ce qui concerne les questions commerciales, pour ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens, pour ce qui concerne la gestion des différends. Donc, ce processus permettra de trouver un accord cadre qui définit désormais comment est-ce que nos pays doivent être régis, comment nous devons gérer la question. Donc c'est un divorce à l'amiable qui est en train de se opérer. Oui, si vous voulez. D'accord. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Moi, j'ai été surpris de ne pas voir certains pays autour de la table qui ont une importance centrale. On peut estimer que peut-être la CEDEAO était là pour ces pays, mais j'aurais bien aimé avoir un représentant de la Côte d'Ivoire, un représentant du Bénin, qui sont des pays avec qui l'AES a des rapports directs, a des frontières, et a un certain nombre de problèmes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu, parce que même s'il y a une organisation sous-régionale, on sait souvent que les relations entre États peuvent se faire directement, parce qu'on avait le représentant de la Suisse, le représentant du Portugal, qui sont tous membres de l'Union européenne, on avait celui de la France, je l'ai parlé, mais au niveau de l'Afrique, on n'a pas vu les représentants spéciaux de ces pays voisins-là. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ouais, je pense qu'ils n'en ont certainement pas pour le Sahel. Du reste, le Togo n'a pas non plus de représentant spécial pour le Sahel. Le Togo a seulement cette préoccupation de dire nous avons un espace intérieur qui doit être en connexion avec nos territoires pour continuer à garantir l'épanouissement de l'économie de la sous-région. Bien sûr, le forum l'organisation est portée par le Togo qui a travailler à identifier ses invités. Nous n'avons pas interféré là-dedans. Le seul point sur lequel nous avons été saisis, c'était de dire, OK, nous avons l'intention de relire notre stratégie de 2021. Et voilà ce que nous pensons, voilà les piliers en termes de déclinaison et tout ça. Est-ce que vous avez la même lecture? Pour nous, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est une démarche qui a été entièrement portée par le Togo, pour justement garder ces garde-fous-là qui doivent survivre au-delà de nos préoccupations. Parce que je vous rappelle qu'au sein de la CEDEAO, lorsque cette mesure cruelle a été prise de fermer les frontières, les gens n'en parlent pas souvent, mais beaucoup de gens sont morts au Niger. Quand vous coupez l'électricité subitement, en sachant que des hôpitaux, des chambres froides doivent fonctionner. Il n'y avait même pas d'accès de médicaments, je ne parle même pas de nourriture, c'était une situation extrêmement grave. Bien sûr. Vous fermez le port à un pays qui a des milliers de conteneurs qui doivent traverser. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est comme ça qu'on défend la démocratie? Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont morts. On n'en a pas encore parlé, mais c'est un dossier très 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 difficile à porter. Donc, le réalisme togolais, pour nous, c'est quelque chose qui doit inspirer beaucoup d'autres pays. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, Monsieur le ministre, qu'on puisse avoir autour d'une table où on discute des questions du Sahel, un représentant du Portugal, un représentant de la Suisse, et pas un représentant de la Côte d'Ivoire? J'ai envie de dire que quand je sais aujourd'hui quel est le niveau de tension entre, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, j'aurais aimé voir le ministre des Affaires étrangères ivoirien autour de la table. Pourquoi est-ce que la Suisse peut avoir une stratégie pour le Sahel et pas la Côte d'Ivoire? Peut-être que la réponse se trouverait en Côte d'Ivoire, mais de toute façon, de notre côté, on ne serait pas opposé à être face à qui que ce soit. Que ce soit un pays très ami, ou un autre pays, on ne serait pas du tout gêné d'être en face pour échanger. Parce que c'est surtout ça. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas dans des démarches de fermeture exclusive. Nous gardons toujours cette possibilité de discuter jusqu'à ce que nous puissions savoir qu'on doit se respecter. Je crois que c'est surtout ça la posture. Et donc ce que vous dites, probablement la réponse se trouve soit ici
à Lomé, ou en tout cas entre les mains des Ivoiriens. Mais nous continuons toujours d'avoir des relations avec la Côte d'Ivoire, des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire, avec... Mais on sait aussi que les relations sont très tendues. La Côte d'Ivoire et d'autres pays aussi comme le Bénin sont accusés. Vous avez parlé tantôt des pays qui servent aujourd'hui de base arrière à certaines puissances occidentales pour déstabiliser le Sahel. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème définitivement s'il n'y a pas un contact direct? Moi, c'est ça ma préoccupation. Parce que j'ai peur, effectivement, que cette rencontre de Lomé amène peut-être à normaliser les relations entre le Sahel et le monde occidental, mais pas avec ses voisins directs. Normaliser les relations entre le Sahel et le monde occidental, je ne pense pas que nous soyons dans une situation où les relations sont aussi compromises que ça. Nous essayons seulement de dire, nous ne voulons plus de cette coopération basée sur des injonctions venant du Nord, avec une sorte de démarche, on va dire, impérialiste. Voilà, osons le mot, où on vient vous dire ce que vous allez faire, où on vous donne un calendrier. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut décider, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Nous sortons de ce carcan-là pour aller dans une dynamique partenariale, sans complexe. Et nos rapports avec les autres pays, comme je le dis, au point de vue bilatéral, nous n'avons pas de difficultés fondamentales. Mais ne pas reconnaître qu'entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, il y a des difficultés, c'est refuser vraiment d'admettre une réalité. Cela dit, ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas insurmontable. Nous avons des divergences sur plusieurs points et nous continuons de défendre. Parce que ce qui se passe, il faut comprendre que le Burkina Faso vient de très loin, de même que le Mali et le Niger. Ce que nous sommes en train de suggérer à nos frères, nous sommes passés par là. Les territoires aux bases arrières qui utilisent ces mouvements, nous sommes passés par là. Et donc l'alerte qui est donnée, c'est surtout ça. Moi j'ai l'habitude de dire, s'il y a quelqu'un qui se préoccupe véritablement de la sécurité et des populations ivoiriennes, c'est bien le capitaine Traoré. S'il y a véritablement des gens qui se soucient véritablement de la sécurité dans ces pays le long du Golfe, c'est bien les 3 chefs d'État de l'AES. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous sommes dans un espace interconnecté. Parce qu'ils savent que nous avons des économies qui partagent le même souffle. Et c'est dicté par cette réalité géographique qui fait que nous ne pouvons pas quitter ce territoire-là. Donc leur combat, c'est ça. Maintenant, de dire, nous avons pratiqué des partenariats qui n'ont pas été fructueux sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, ça se déplace. Et nous savons que dans cette configuration, il va être très 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 difficile d'être au rendez-vous de la paix comme souhaité. Le discours, il est seulement à ce niveau. Et j'espère qu'il va être compris le plus rapidement possible pour nous permettre justement d'évoluer. Parce que, comme l'a mentionné mon collègue du Mali, il y a clairement une crise de confiance. Cette crise de confiance est basée sur le fait que nous avons travaillé avec des partenaires qui se sont révélés plutôt dans des schémas subversifs et qui se retrouvent dans le scénario juste à nos portes. Donc il est évident que dans ces situations, c'est assez difficile d'aller vers une coopération où toutes les parties sont à l'aise. Merci, Monsieur le Ministre. On va marquer une petite pause et on revient pour la suite de cet entretien. De retour sur ce plateau de rendez-vous avec l'Afrique, et nous sommes toujours en compagnie de Karamoko Jean-Marie Traoré, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais qu'on avance un peu dans notre échange et qu'on se focus un peu sur le Burkina Faso. J'aime pas en parler, mais je suis presque obligé d'en parler parce que c'est quelque chose qui a un peu fait le tour des médias occidentaux. Et j'avoue, en tant que journaliste africain, ça me heurte profondément de voir ça à chaque fois. C'est le fameux rapport de Human Rights Watch qui accuse effectivement l'armée d'exaction. J'ai envie de dire, on n'est pas surpris, mais ça devient embêtant et je voudrais qu'on en parle véritablement.
véritablement sur ce plateau. Comment est-ce que vous accueillez ce type de rapport, vous, les autorités burkinabées? Si on peut l'appeler rapport, d'abord, parce que pour moi, c'est un pamphlet. Vous avez suivi le communiqué du gouvernement qui a suivi et qui rejette totalement ce papier. Pourquoi? Lorsque vous regardez déjà la méthodologie de collecte des données, lorsque vous regardez les terminologies utilisées, on se demande si ce n'est pas un papier qui a été produit sur commande. Vous savez, la question des droits humains... Peut-être que vous êtes diplomate, vous voulez parler diplomatiquement, mais ça se voit très bien que cela s'inscrit dans un agenda. Et j'ai envie de dire, peut-être, c'est la même méthode qui est utilisée à chaque fois. Vous vous rappelez de Moura au Mali, vous vous rappelez des rapports sur la Libye avant l'assassinat de Kadhafi. Est-ce que... Voilà. Ça s'inscrit dans un processus bien calculé pour essayer de créer des travers ou en tout cas un coup d'arrêt à des processus qui gênent ou qui compromettent des intérêts. Ça, c'est évident. Mais ce que je voulais préciser, c'est que les gens se trompent lorsqu'ils essayent de donner des leçons de droits de l'homme aux militaires, ceux qui sont sur le terrain. Moi, j'ai eu l'occasion de les côtoyer et je peux vous dire, ces gens, les droits de l'homme, ils ne l'ont pas lu. Ils l'ont vécu et ils le vivent tous les jours. Vous n'avez pas idée de la réalité de soldats qui sont sur le terrain, censés défendre des enfants, des femmes dans les villages, qui, de par le passé, lorsqu'ils étaient sans munitions, sans armes, sont témoins d'atrocités causées par des terroristes sur les populations. Ces gens ont vu la frustration, ils ont vu l'humiliation, ils ont été témoins de tant de scènes difficiles qu'ils auraient pu défendre si on leur avait donné les moyens. C'était au moment où ils n'avaient absolument rien. J'ai eu à le dire une fois, nous sommes passés par une phase où c'est comme si on attachait les mains à un paysan et on lui dit de labourer son champ. Nos armées sont passées par là, au moment où les Français et autres partenaires fermaient toutes les portes pour qu'ils puissent avoir les munitions et le minimum d'armement pour défendre les populations. Donc ces gens ont tout vécu. Deuxièmement, qu'au moment où ils arrivent à se refaire une capacité, ils se battent pour que des populations frustrées dans des camps de déplacés, des femmes sans kit de dignité, sans toilettes décentes, retournent dans leur village, pour que des écoles rouvrent. Pratiquement 2000 écoles ont réouvert depuis qu'ils ont commencé ces opérations et que des enfants repartent en classe, reprennent les cours, qu'ils se battent pour que l'eau courante revienne. Vous savez, nous avons des soldats qui ont été même transformés en enseignants. Et il y en a qui étaient des accoucheurs dans les villages. Vous pensez que des gens qui font ce sacrifice-là vont se payer le plaisir de célébrer l'atrocité sur les populations? Je pense que non. Deuxièmement, ce papier, vous regardez la méthodologie, s'il vous plaît. Moi, je suis de formation géographe et les enquêtes de terrain, j'en ai fait. J'ai fait beaucoup d'évaluations des situations, des études de base. Je sais combien il faut être exigeant dans la collecte d'informations. Quelqu'un reste dans son salon, il prend un téléphone, il appelle un soi-disant témoin, il documente, il sort, il nous dit oui, on a utilisé des méthodes IA et autres. S'il vous plaît, nous sommes dans une situation... Des images satellitaires, voilà. C'est plus sérieux que ça. Ils doivent respecter la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. Et on n'instrumentalise pas une telle situation pour se faire une renommée ou pour compromettre des régimes qui essayent d'aller vers l'autonomie. Donc pour nous, c'est un calcul. Et ce rapport, si on peut l'appeler ainsi, franchement, sa place, c'est à la poubelle, si je peux le dire. Monsieur le ministre, comment on fait, et c'est ça ma préoccupation, pour régler ce genre de problème? Parce que j'ai envie de dire, comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas surpris, c'est pas la première fois. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains et Burkinabés, on doit faire? Parce que c'est le même schéma. J'ai parlé tout à l'heure de Moura au Mali, quand l'armée malienne a repris l'initiative sur le terrain, comme par hasard, Human Rights Watch
a sorti un rapport, l'armée est en train de massacrer les populations, Jeune Afrique naturellement a relayé, France 24, etc. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso, on a vu tout ce qui s'est passé en Libye. Moi, aujourd'hui, c'est de savoir comment on fait pour mettre un terme à ce type de manipulation, à ce type d'instrumentalisation, parce que ce sont leurs ONG, ce sont leurs médias, dont ils sont, entre guillemets, permettez-moi d'être aussi cynique, dans leur rôle. Oui, vous savez, il faut, pour moi, revoir la moralité de ceux qui sont derrière. Ces instruments sont financés, il n'y a qu'à voir leur source de financement. On peut savoir tout de suite que ce qu'ils vont produire, c'est commandé. Tout récemment, vous avez suivi cette interview de cette petite journaliste qui est venue à Ouaga et qui a posé des questions. Et ensuite, voilà, Sky News. Et ensuite, qui allait faire le focus sur une décharge. Les décharges, même à Paris, il y en a. Bien sûr. Et qui a essayé de résumer la réalité du Burkina Faso sur ces décharges. Mais entre-temps, elle a circulé sur des routes nouvellement aménagées par le capitaine Traoré pour aller là-bas. Elle ne l'a pas filmé. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu de votre faute. Qu'est-ce qui vous oblige à accueillir des journalistes de Sky au Burkina pour faire une interview comme ça? Surtout quand on sait qui sont derrière, qui les financent et quels peuvent être leurs objectifs. Parce que pour le coup, j'ai envie de dire, ben, bon, c'est vous qui avez ouvert la porte. Vous avez probablement raison. Mais quelque part, c'est de dire, nous avons foi en la bonne moralité des journalistes, de certains journalistes, lorsqu'ils veulent faire leur travail. Je pense que c'était une façon de dire, bien, nous sommes là, comme je le dis, en réalité, on n'a pas peur de faire face et d'affronter. Parce que quand tu es sur le droit chemin, il n'y a pas quelque chose qui peut t'ébranler. Donc, l'idée, c'était plutôt ça. Mais on n'a rien à cacher. Bien sûr, mais quelque part, ça vient confirmer aussi le fait que lorsqu'on dit que certains médias sont instrumentalisés, les gens ont toujours tendance à développer beaucoup d'arguments pour dire oui, il faut laisser la liberté. Ça, c'est un cas concret d'une journaliste qui est venue, qui a posé des questions et qui a eu les réponses à toutes ces questions, qui est sortie, mais qui a construit toute une autre histoire sur un pays qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Pour quelle raison? Ses bailleurs savent pourquoi. Mais à mon avis, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe au Burkina Faso et qui fait peur à beaucoup de partenaires. Le développement endogène qui amène les gens à se centrer sur leur propre capacité, à financer leur développement, mobiliser 500 milliards de francs CFA en 3 ans, juste sans passer par le canal de l'aide au développement, c'était jamais vu dans notre pays. Ça fait quand même $1 milliard que les Burkinabés eux-mêmes ont mobilisé pour financer le développement. Le capitaine Traoré a lancé plusieurs initiatives qu'il essaie de financer sur fonds propres. Bien sûr, financer sur fonds propres, ça veut dire quoi? Réduire la dépendance vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions, de certains pays qui utilisaient ces canaux-là pour orienter, pour dicter, pour donner des injonctions. Ça peut inspirer. Bien sûr, ça met mal à l'aise. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme des phénomènes pour essayer de perturber le mouvement du navire. Heureusement que le capitaine qui est à bord semble être préparé à gérer ces vents de travers. Donc, je dirais que oui, nous avons ouvert la porte. Elle a confirmé qu'il y a des médias qui viennent avec d'autres intentions, malgré notre bonne foi. Alors, je voudrais qu'on avance parce que, à côté du rapport de Human Rights Watch, il y a eu presque concomitamment à ça une nouvelle alliance qui est née. Vous avez certainement entendu parler à Bruxelles avec des jeunes Africains. Je veux parler de l'Alliance des démocrates du Sahel. Je ne confesse pas que ça m'a d'abord fait rire. Parce que j'ai envie de dire, on est dans les mêmes schémas et on a tendance à faire croire comme si on découvre le fil à couper le beurre. Alors cette alliance, si on peut l'appeler ainsi, a pour objectif de réclamer le retour à l'ordre constitutionnel dans l'espace du Sahel. Comment est-ce que vous avez accueilli ça? Et je tiens à préciser que c'est une alliance composée de vos compatriotes, de Maliens, de Burkinabés et de Nigériens, bien entendu. Vous savez, c'est
à la fois frustrant et décevant de voir que c'est toujours les Africains qui sont derrière ces dynamiques-là pour perturber la renaissance africaine, on va dire. Lorsque un chef d'État cesse de répondre aux injonctions de pays occidentaux, on lui enfile tout de suite la blouse de dictateur. Pourquoi? Et ils ont toujours d'autres compatriotes qui seront utilisés pour lancer ce combat et perturber l'évolution. Au fond, je dois dire qu'on n'est pas surpris parce que nous serons davantage amenés à faire face à ces types de perturbations parce que le courage que le Burkina a eu, le courage que le président du Faso a eu de dire la démocratie telle qu'elle se présente, elle n'est pas conforme à nos valeurs. Du reste, on n'apprend pas grand-chose à travers cette méthode. Nous avions des modes de fonctionnement qui permettaient à tout le monde de se retrouver. Rien ne nous empêche de revisiter et d'interroger nos pratiques pour aller vers des formats que tout le monde comprend, auxquels tout le monde adhère et qui permettent d'aller vers une croissance partagée. Cette renonciation, bien sûr, c'est le refus de garder les lunettes de l'Occident pour analyser sa propre situation. C'est le courage d'aller vers ses propres valeurs et de reconstruire quelque chose qui est africain, qui est authentique et qui permet à tout le monde de participer. Donc de voir ces mouvements, ce n'est pas nouveau et ça va toujours continuer. Ce qu'il faut, c'est de ne pas accorder beaucoup de temps. Parce que